Nous allons parler du rôle de la diversité culturelle dans le renforcement de la résilience des artistes, des acteurs culturels et des décideurs. Et aussi, nous allons parler des pistes de solutions endogènes et des actions. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Toussaint Tiendro Beogo, qui est le chef de département de la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO. Monsieur Tiendro Beogo. Mesdames et messieurs, chers partenaires, c'est un réel plaisir pour moi de vous adresser ces quelques mots introductifs pour le débat qui nous réunit aujourd'hui autour du thème de la diversité culturelle et résilience. Je tiens tout d'abord à féliciter l'équipe de la Fondation Festival sur le Niger, sous le leadership de son président Mahmoud Daffé, pour avoir maintenu cette édition malgré le contexte particulier lié à la pandémie de la COVID-19. C'est l'une des plus belles manières, à mon avis, de résister, de montrer que les arts et la culture sont essentiels à nos vies et à nos sociétés en temps de crise et que l'art nous rend résilients. Il y a un an, le monde découvrait la COVID-19 et très vite, les États ont commencé à confiner, puis à se renfermer sur eux-mêmes, diminuant par la même occasion les échanges culturels et artistiques. Les théâtres, les salles de cinéma, les festivals, toutes les activités culturelles ont été soit à l'arrêt ou fortement réduites, entraînant des pertes économiques importantes pour les artistes et pour les pays. La récente étude du chercheur Rubio Nzeza montre que les pertes financières dans les industries culturelles et créatives en Afrique, pour la seule période du deuxième trimestre 2020, varient considérablement d'un pays à l'autre, allant de 134 000 $ US pour l'Ouganda à près de 1,4 milliard de dollars US pour l'Afrique du Sud, soit 1,7% de contribution au PIB dans le cas de l'Afrique du Sud. Et les conséquences sont loin d'être maîtrisées car de nombreuses institutions culturelles risquent de ne pas survivre à court et moyen terme. Avec cette pandémie, le secteur culturel a été le plus durement touché, pas simplement en termes économiques, mais également en termes de contenu et d'offres, avec une uniformisation de l'offre et un codage de la consommation dicté par les big data et les algorithmes de recommandation, et par voie de conséquence, a entraîné un appauvrissement de la diversité des expressions culturelles. Afin de garantir cette diversité, la culture doit se réinventer. Les industries culturelles et créatives, notamment sur le continent, doivent s'adapter aux changements structurels de la chaîne de valeur de l'économie créative, qui était certes en cours, mais que la crise sanitaire de la COVID-19 a largement amplifié. Je suis heureux que ces changements soient au cœur de ce débat Résiltia. Lorsque l'UNESCO a lancé le mouvement Résiltia le 15 avril 2020, à l'occasion de la Journée mondiale de l'art, notre objectif était de faire entendre la voix des artistes et des professionnels de la culture. Nous voulions, à travers ces dialogues ouverts, à la fois sensibiliser la communauté internationale à l'importance du secteur créatif et faire le lien entre toutes les parties prenantes afin de trouver des solutions durables pour renforcer les industries culturelles et créatives et soutenir les artistes et les professionnels de la culture pendant et après la pandémie. Après plus de 210 débats résiltiaires, dont 41 en Afrique, quelques recommandations fortes ont été partagées, comme la nécessaire adaptation des modèles d'affaires dans l'écosystème de l'économie créative, la promotion des contenus nationaux, des dispositifs participatifs de décision et des statistiques pour éclairer la prise de décision. Ces mesures ont été compilées dans un guide pratique que nous avons publié en octobre dernier intitulé « La culture en grise, guide de politique pour un secteur culturel et créatif résilient », lequel est disponible sur le site web de l'UNESCO. En Afrique, la question de la monétisation ainsi que le statut des artistes font également partie des priorités identifiées. De nombreux participants au débat ont également mentionné la promotion des co-créations qui permettent de construire des ponts et de rassembler. C'est un sujet qui, je le sais, est également au cœur de l'engagement de Ségouta, Festival sur le Niger, où chaque année, des artistes de 5 régions de l'Afrique se retrouvent. Des activités dans toutes les disciplines qui, justement, véhiculent le sens de l'unité, de la réconciliation et de la cohésion. En cela,
Toute l'action de Ségouttard, Festival sur le Niger, converge vers les objectifs de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ratifiée à ce jour par 149 parties, dont 41 en Afrique. C'est dire combien ce qui se passe ici concourt vers un objectif plus global et universel que nous défendons à l'UNESCO. Merci de m'avoir fait l'honneur d'y associer. J'adresse mes encouragements à tous les acteurs présents qui nous suivent en ligne et je vous souhaite un très bon débat. Merci. Merci Moundia et merci à l'entité de l'UNESCO pour la Convention 2005. Chers panélistes, chers participants, chers partenaires, je souhaite la bienvenue à ce débat des résiliards organisé en collaboration avec l'entité de la Convention 2005 de l'UNESCO. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères et chaleureuses félicitations et remerciements à M. Toussaint et à toute l'UNESCO pour avoir initié ces mouvements de résiliards qui a permis à nous, acteurs culturels et artistes, à véritablement s'exprimer et qui a favorisé la circulation de la créativité et des expressions culturelles dans le monde en cette période difficile de notre histoire. La circulation de la créativité et la promotion des expressions de la diversité culturelle est au cœur de notre métier au niveau de la Fondation Festival sur le Niger. À travers non seulement Ségouttard, mais aussi à travers le Centre culturel Corée, où nous travaillons sur des questions de production, de diffusion, de création, mais surtout sur des questions d'art social, mais d'éducation à la citoyenneté. Alors, nous sommes très heureux ce matin de pouvoir partager ces moments. Et c'est pour cette raison que nous avons bien voulu donner ce thème à notre premier débat de cette édition de Ségouttard Festival sur le Niger. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes dans une période de pandémie. Cette pandémie qui a montré la fragilité du monde, mais surtout qui nous a permis de redécouvrir comment nos actions collectives peuvent protéger nos vulnérabilités individuelles. Ceci est extrêmement important et nous interpelle par rapport à la solidarité qui était vraiment une question de base dans notre tradition. Et aujourd'hui, l'après-Covid pourrait être une opportunité énorme pour l'Afrique d'aller vers un nouveau paradigme, d'aller vers une nouvelle promotion des politiques culturelles, mais surtout des industries créatives africaines qui vont être un levier, une dorsale pour le développement durable tant souhaité. Vous conviendrez avec moi que les activités de la Fondation Festival sur le Niger, dans sa globalité, concours, est une belle illustration de cette Convention 2005 parce que nous travaillons pour favoriser justement cette circulation, cette mobilité, mais surtout la promotion de la diversité que nous célébrons chaque année à Ségou au village avec l'ensemble des 5 régions de toute l'Afrique. Et c'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir identifié et invité des panélistes que vous êtes, des personnalités d'horizons différentes, mais surtout des grandes institutions au niveau sous-régional pour entendre leur voix sur cette question de diversité, mais surtout sur la résilience, parce que nous avons tout simplement été résilients ensemble. Et je voudrais vraiment profiter de ce petit moment pour saluer l'ensemble des acteurs et des artistes qui, depuis la création, vous savez très bien que c'est l'imaginaire des artistes qui nous ont permis de traverser cette période-là. Alors, il devient fondamental que la diversité culturelle est une ressource aujourd'hui et qui permet d'ouvrir toutes les possibilités parce qu'elle interpelle notre créativité. Et l'économie, le monde d'aujourd'hui et de demain sera régi par l'une des forces principales qui sera la force créative, la force de la créativité. Et donc, l'imaginaire et la matière première de cette créativité, c'est l'imaginaire des artistes. Donc, c'est cet imaginaire qui va nourrir, qui est aujourd'hui la denrée la plus rare. Et vous, artistes, vous avez le don de pouvoir nous transporter parce que la création ouvre
l'artiste, à travers sa création, ouvre les champs des possibilités. Et ceci est extrêmement important. Et donc, ce message est adressé aux artistes, aux acteurs culturels, de continuer cette chaîne de production, la chaîne de valeur à travers la création, la production et la diffusion, de continuer à faire circuler cette créativité, mais surtout de développer, de soutenir cette chaîne de solidarité qui va permettre d'être définitivement résilient. Donc, le message aujourd'hui que j'ai à vous adresser, c'est un message de remerciement et surtout de tenir la bonne nouvelle vraiment que c'était un moment aussi propice à créer, à produire. Et donc, nous devons visiter et revisiter des nouveaux paradigmes, des nouvelles façons de faire, des nouvelles créations, des nouveaux modes de création au niveau de nos ateliers pour permettre définitivement d'être résilients. Et je pense que c'est une chance pour nous, Africains, aujourd'hui, au village, de pouvoir construire quelque chose avec le reste du monde à travers cette diversité culturelle. C'est une ressource unique et précieuse. C'est pourquoi nous avons voulu mettre l'emphase sur la diversité et la résilience des artistes aujourd'hui. Dans chaque difficulté, il y a une opportunité. Et l'opportunité aujourd'hui, c'est que nous devons tous nous réinventer. Je pense qu'on a commencé à le faire. Quand je vois les casques de mon ami Ibrahim du Maroc, quand je vois les artistes comme Cheikh Tianchel qui font des concerts fermés mais qui sont sur streaming, aujourd'hui, nous avons la chance d'être regardés par 100 000 personnes. Ça, c'est extraordinaire. Nous n'avons jamais connu un festival sur le Niger où on avait un public de 100 000 personnes. Alors, cette édition, nous allons avoir des milliers et des milliers de followers qui vont suivre à travers nos activités, le streaming. Donc, c'est un moment, c'est une opportunité, la magie du numérique, de pouvoir nous hisser. Donc, ce qu'on n'avait pas avant comme audience, nous avons multiplié par 100 notre audience. Ça veut dire aujourd'hui que nous sommes véritablement dans un village planétaire qui nous permet de partager, d'échanger et de se soutenir. Et je pense qu'aujourd'hui, ce message optimiste pour dire que nous redécouvrons des choses très positives malgré toute la difficulté. Et donc, le monde peut prendre une nouvelle direction. Mais aujourd'hui, la dernière chose que je voulais dire, c'est que nous, dans nos différents pays, que ce soit au nord ou au sud, en Asie ou en Amérique, aujourd'hui, les facteurs endogènes, le développement endogène devient une clé parce que le monde nous invite à nous tourner vers nous-mêmes, vers l'intérieur, pour savoir qui nous sommes, comment on peut mettre en valeur nos matières premières, comment on peut mettre en valeur nos produits locaux, comment on peut mettre en marche des mécanismes de financement endogènes, tels que le Fonds africain pour la culture ou le Fonds Maya. Ça, c'est juste des exemples qui, dans l'expérience du Mali, ont été des outils très résilients qui ont aidé non seulement des artistes du Mali, mais surtout le Fonds africain nous a permis de soutenir la résilience des acteurs de Marrakech à Cap Town. Donc, ceci pour dire tout simplement que nous avons tous été résilients et je vous souhaite un très bon débat et je remercie les modérateurs. Je vous remercie et bon débat à vous tous. Merci beaucoup, Mamoun Daffé. Comme il a dit tout à l'heure, je suis Mamadou Ndiaye, je suis votre modérateur pour cette journée. Merci au Festival sur le Niger qui, depuis 2 décennies, joue un rôle extrêmement important dans le développement de la culture. Vous savez que nous sommes dans un monde en transformation déjà depuis quelques décennies avec les évolutions numériques. Et depuis une année, nous avons ce que nous appelons la crise sanitaire qui nous appelle à nous adapter à ces changements. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion de parler de cette résilience en cette période de transition, résilience et le renforcement de la résilience auprès des artistes, des acteurs culturels, des décideurs, et de voir les solutions endogènes qu'on peut envisager et aussi de parler de la circulation de la créativité en cette période. Et pour cela, nous avons un panel de haut niveau qui est constitué d'acteurs culturels et puis de représentants d'institutions. Je vais vous présenter nos 6 membres du panel, en commençant par d'abord M. Brahim El Maznel. Brahim est consultant en ingénierie culturelle et il est directeur artistique et il vient d'ailleurs d'être récemment nommé membre de la banque d'expertise de l'UNESCO. Il est aussi directeur artistique du Festival Timitar des musiques du monde.
qui est principalement dédié à la culture amazigh. Il est directeur fondateur de Visa for Music, qui est le premier marché festival de musique d'Afrique du Moyen-Orient. Il a été sélectionné dans le guide de la diversité culturelle parmi les 100 acteurs exemplaires du développement culturel durable à travers le monde. Il a également été sélectionné par la revue marocaine Tel Quel. Brahim El Mazned est devenu, après plus de 25 ans d'activité dans le monde culturel marocain, une référence incontournable dans la gestion de projets culturels et dans l'organisation de grands rendez-vous artistiques. Je vous prie de recevoir d'abord M. Brahim. Et notre deuxième intervenant est Adama Traoré, qui nous vient du Mali, qui est comédien et metteur en scène. Il est diplômé de l'Institut national des arts de Bamako, où il a enseigné les arts dramatiques. Il est expert de l'Afrique de l'Ouest auprès de la Commission internationale du théâtre francophone. Il est directeur de l'association Acte 7 et initiateur du Festival du théâtre des réalités. Il a été membre de plusieurs jurys, notamment des Jeux de la francophonie à Ottawa, à Beyrouth, à Abidjan. Il est également membre du jury des prix UEMOA au FESPACO. Il l'a été à Ouagadougou. Il est commissaire artistique sur le MASSA, qui est le marché des arts et spectacles à Abidjan. Il est professeur à l'Institut national des arts, au Conservatoire des arts et métiers des arts et multimédia Bala Faseke Kouyaté à Bamako. Enfin, il est chevalier des arts et lettres de la France et chevalier de l'Ordre national du Mali. Bienvenue à M. Traoré. Alors, notre troisième intervenant panéliste est un monument de la musique en Afrique et dans le monde. Cheikh Tidiane Seck n'est plus à présenter. C'est un musicien malien qui est actif depuis le début des années 1970. Il a commencé à l'Institut national des arts à Bamako avant de rejoindre au début des années 70 le mythique Super Hype Band du buffet de la gare de Bamako, avec notamment des chanteurs comme Salif Keita, Mori Kanté ou Djelimadi Tunkara. Il avait aussi sa forte personnalité et ses convictions politiques qui lui ont valu le surnom de Che Guevara. Mais à la fin des années 70, il s'installe à Abidjan, qui était le centre névralgique de la musique africaine, et il développe un immense talent pour le clavier. En 1985, il quitte Abidjan pour Paris avec Salif Keita et les ambassadeurs, avec plusieurs collaborations des plus diverses sur la scène parisienne dans le domaine des musiques métissées. Il donne notamment, il fait beaucoup d'allers-retours sur les États-Unis, où il donne notamment des masterclass à la prestigieuse université du CLA. On peut continuer à parler de Cheikh Tidiane Seck. On va l'entendre tout à l'heure. Je vais m'arrêter là pour l'instant, mais Cheikh Tidiane Seck n'est pas à présenter. Je passerai une journée à parler de son palmarès. Merci, Cheikh Tidiane Seck, pour ta disponibilité pour ce panel. Alors, notre panéliste suivant, Mani Ansar, qui n'est pas à présenter non plus, de son vrai nom, Mohamed Ali Ansar, connu sous le nom de Mani. Il est de la famille des nomades Touaregs du Mali, sur les dunes de sable à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Tombouctou au Mali. Mani a une maîtrise en droit public international. Mais il est le manager du premier groupe de musique Touareg très connu, Tinariwen. En 2001, il a cofondé et il est resté directeur exécutif d'un événement de renommée mondiale, le Festival au désert Essekan Tombouctou. Et depuis 2013, il est co-organisateur de la caravane culturelle pour la paix avec le Festival Taragal du Maroc et le Festival sur le Niger de Ségou. Merci, Mani, pour ta disponibilité. Enfin, nous avons l'immense plaisir d'être accompagnés aujourd'hui par les représentants de deux institutions importantes de soutien à la culture en Afrique.
la directrice de la culture de l'UMOA, Madame Aminata Lopay. Merci beaucoup, Aminata Lopay, pour son accompagnement du monde culturel dans la sous-région depuis maintenant plus d'une décennie. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la culture en Afrique. Et enfin, Ali Kolandao, qui est chargé de programme de la culture et de la communication au bureau de l'UNESCO à Bamako. Ali Ndao est également très actif dans le domaine de la culture et dans l'actualité en général. Merci beaucoup à ces deux représentants de l'UMOA et de l'UNESCO qui nous accompagnent aujourd'hui dans ce panel. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par notre premier panéliste, Brahim. Vous êtes consultant en ingénierie culturelle et vous êtes directeur artistique. Et vous venez d'être nommé membre de la banque d'expertise UNESCO jusqu'en 2022. Alors, après cette année difficile, est-ce que vous pouvez partager avec nous vos expériences, comment vous avez réussi à continuer vos activités, quelles sont les leçons que vous pouvez nous amener à tirer et puis les pistes de solutions, comme l'a dit Mahmoud Afé tout à l'heure, on quitte une période qui pouvait être considérée comme une menace, comment cela peut être perçu comme une opportunité pour le monde artistique et de la culture. Merci beaucoup, Mamadou. Merci à Mamou et à ton équipe pour cette belle initiative et d'avoir maintenu le festival sur le Niger. Merci à l'UNESCO pour ce mouvement Résiliart qui anime le débat depuis avril dernier. Je salue ici tous les panélistes amis et bien sûr tous ceux qui suivent ce débat. Vous savez, en période de crise, souvent on a le choix entre passivité, repli ou résilience et résistance face aux difficultés et face à la crise. Je partirai de notre expérience ici dans ma structure ANIA. On s'est retrouvé face à deux difficultés majeures. Bien évidemment, la crise sanitaire qui nous a impacté, qui a impacté le monde, et la crise économique. Parce qu'une partie de nos partenaires ont fait le choix, malheureusement, de suspendre leurs engagements. Et donc, c'est ce qui nous met un peu en difficulté. Donc, il fallait, en même temps, être inventif, comme l'a dit Mamou, c'est-à-dire de trouver d'autres façons de travailler. Donc, en dialoguant avec les artistes, donc nous avons travaillé sur de nouveaux projets, une autre façon de travailler, notamment maintenir le festival Résiliart. Nous avons tout d'abord commencé par un certain nombre de débats, notamment en rejoignant le mouvement Résiliart initié par l'UNESCO. Nous avons maintenu le projet Visa for Music dans un format différent, mais en dialoguant avec les artistes. Donc, on l'a organisé, Visa for Music, comme un festival normal, c'est-à-dire nous avons à la fois accueilli les artistes, produire, rémunérer, faire les choses comme dans une production normale. Ça nous a occupé tout le mois de novembre. Nous avons accueilli tous ces artistes, 17 groupes, plus de 100 artistes, et on a eu un format qui est magnifique de trois titres pour chaque artiste, comme je disais, mais produit comme dans un format de festival. Ça a eu beaucoup de succès, à la fois par les artistes, d'abord on est quasiment à 2 millions de spectateurs qui ont suivi cette édition, ce qui était magnifique. Et donc, c'est un format qui a été très salué à la fois au Maroc, mais également à l'étranger pour ceux qui sont passionnés par ce festival, Visa for Music. Et puis, entre-temps, nous avons produit également
une anthologie qui a réuni 80 artistes, qui est sous format de 10 albums et 2 livres, qui a également été salué par les médias. C'est un projet assez particulier. Et puis en dernier, nous avons investi sur une scène mobile que nous essayons de préparer pour la mettre sur la route en faveur des artistes dès que la crise se termine. Et puis, en partenariat avec l'UNESCO, le bureau de l'UNESCO ici à Rabat, et avec le donateur BMZ, le ministère de coopération allemand, nous avons travaillé sur 3 projets. Un portail dédié à l'industrie de la musique ici au Maroc. Nous avons accompagné et coaché 12 artistes et produit leurs albums. Et en dernier, on va bientôt travailler sur des activités d'éveil musical dans 3 villes du Maroc, à Agadir, Meknès et à Tanger. Tout simplement, cette crise, certes, elle a trop impacté notre secteur, elle va encore l'impacter, et donc on est obligé d'être inventif, de proposer des idées nouvelles. Les lieux sont encore fermés, la création elle est en pause, la précarité s'installe, mais il faudrait être plus inventif. C'est sûr que la solidarité internationale, elle est aujourd'hui timide, et il faudrait donc être solidaire dans notre réseau. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une soif chez chacun, artiste comme public, de se retrouver, de revenir à l'espace public, de mettre la culture au cœur de nos préoccupations. J'espère que les pouvoirs publics, je sais que j'ai très peu de temps, mais j'espère que les pouvoirs publics vont mettre la culture au cœur de nouveaux programmes de développement et profiter de cette année, qui est une année dédiée à l'art, à la culture et au patrimoine par l'Union africaine, pour en faire un levier pour construire l'Afrique de demain. L'Afrique que nous voulons, et peut-être inventer un nouveau deal pour la culture dans notre continent, pour sauver à la fois tout ce qu'on a construit pendant ces 20 et 30 dernières années, mais également pour revenir dans l'espace public et mettre la culture au cœur de nos préoccupations. Merci beaucoup, Brahim. Pour terminer avec ce message à l'endroit de nos dirigeants à la fois nationaux et au niveau de l'Union africaine, comme vous le savez, l'année 2021 commence avec l'avènement de la ZLECAf, qui est la création du marché unique africain, et la culture est un produit économique. Et pour faire la transition justement avec la circulation de la créativité, on va recevoir notre prochain panéliste, Madame Aminata Lopay, qui est de l'UEMOA. L'UEMOA est une institution très importante qui met au cœur de sa stratégie l'intégration des peuples grâce à son patrimoine culturel riche et diversifié. Madame Aminata Lopay, vous êtes directrice de la culture de l'UEMOA, qui joue un rôle primordial dans l'accompagnement des industries créatives en Afrique de l'Ouest. Encore une fois, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le développement de la culture en Afrique. Alors, selon vous, quels sont les principaux défis liés à la circulation de la créativité en cette période particulière de crise, et quelles sont les solutions que l'UEMOA envisage en cette période de transition, et comment voyez-vous le rôle de l'UEMOA et ses partenaires dans l'écosystème de la circulation de la créativité? Merci, Monsieur Ndiaye, Monsieur Mamadou Ndiaye. Je voudrais à mon tour associer ma voix à celle de mes co-panélistes pour remercier Ségou Art, Monsieur Mahmoud Afé et tous ses collaborateurs, et l'UNESCO aussi, pour l'organisation de cette rencontre. Je suis très contente d'y participer et de retrouver autour de cette table beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis avec qui on a souvent partagé des réflexions sur la circulation de la créativité en Afrique de l'Ouest, notamment à travers l'UEMOA.
Je commencerai par rappeler que l'UEMOA est une institution sous-régionale qui a comme objectif, entre autres, de créer entre les États membres un marché commun basé sur la libre circulation des biens, des services et des acteurs, des personnes, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée. Je rajouterai aussi que l'UEMOA, c'est 8 États, côtiers et sahéliens, bénéficiant de traditions culturelles communes. C'est donc dans le bon ordre des choses que la culture ambitionne de jouer un rôle essentiel dans ses stratégies et actions pour réussir la construction de l'espace économique et l'intégration régionale. Ainsi, la vision de l'UEMOA à travers sa politique culturelle est de faire de l'espace communautaire une ère de créativité où les expressions culturelles sont promues et partagées dans un environnement économique et social dynamique. De cette vision, je retiens 3 mots importants: créativité, partagée et dynamique. Nous savons tous qu'une idée qui reste dans un seul cerveau ou une création qui n'est pas vue a peu de chances d'être exploitée. La création a besoin d'être vue pour inspirer. L'idée a besoin d'être partagée dans la discussion pour qu'elle soit associée à d'autres et à être transformée en idées plus abouties. D'où l'enjeu majeur de la circulation des biens et services ainsi que des acteurs. Or, en cette période de pandémie, la libre circulation est fortement entravée. Dès lors, le défi à relever, c'est comment continuer à assurer la circulation de la créativité. Permettez-moi à ce niveau de dire que si à l'origine, les communautés sont des collectifs fondés sur la proximité géographique et émotionnelle, impliquant des interactions directes, concrètes, authentiques entre ses membres, pour reprendre là, vous m'en passerez le sociologue québécois Serge Chouprou, mais si cela fait déjà plus de 50 ans que le virtuel crée une nouvelle forme de proximité qui favorise l'apparition de communautés dans de nombreux domaines. Et paradoxalement, ces collectifs virtuels créent des affinités entre leurs membres. Vous savez tous aussi que c'est en période de paix qu'on prépare la guerre. L'UEMOA l'a bien compris en mettant en place dès 2004 un programme de production, de circulation et de conservation de l'image qui accompagne les États à relever, et en accompagnant les États à relever les défis de la transition vers le tout numérique. Le rôle de l'UEMOA dans l'écosystème de la circulation de la créativité, c'est l'aménagement d'un espace communautaire, physique ou virtuel, favorable à la valorisation de ces expressions culturelles et à leur circulation protégée. J'entérine sur toutes les directives, j'enclenche donc là sur toutes les directives qui ont été prises et qui tentent d'apporter des solutions à la circulation protégée de la création à l'ère du numérique. Aujourd'hui, le concept à la mode, c'est être seul ensemble. Depuis leur confinement, les individus mobilisent les communautés en ligne pour se soutenir, se divertir, endiguer le virus à l'échelle mondiale. Je peux donner l'exemple des ateliers de création virtuels qui multiplient des bœufs virtuels, des concerts en ligne ou visites virtuelles payantes, des visites virtuelles de musées payantes qui prolifèrent. Vous avez peut-être suivi le concert sponsorisé, entièrement sponsorisé de Youssou N'Dour le 31 décembre, et j'en passe. Pour conclure et aussi résumer mon propos, je dirais que l'un des enjeux majeurs, c'est le numérique. Et l'UEMOA a commencé à y contribuer depuis 2004 en aménageant l'espace communautaire de manière à pouvoir faire circuler
de manière numérique les œuvres, les artistes, etc. Et à travers son programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, de production de conservation, mais aussi qui est fait partie intégrante de la politique de développement culturel de l'UEMOA. Je vous remercie et en attendant les questions afin qu'on puisse creuser sur certains points. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, Madame Paye. On voit que l'UEMOA n'a pas attendu cette crise pour prendre conscience de la question de la circulation des œuvres artistiques. Déjà, cette transition numérique dans laquelle nous sommes a été déjà prise en compte par l'UEMOA et nous allons continuer à parler de la résilience dans cette période de transition à travers le représentant de l'UNESCO. Comme vous le savez, l'UNESCO est co-organisatrice de cette session. Nous allons recevoir M. Ali Koladao, qui est chargé de programme culture et communication au bureau UNESCO à Bamako. Monsieur Dao, votre institution est au cœur de l'émergence d'un secteur culturel dynamique dans les pays en développement. Est-ce que vous pouvez nous décrire les enjeux et les perspectives liées à la diversité culturelle dans cette période de transition numérique et aussi nous parler de quelques actions de votre institution dans sa mission de promotion de la diversité culturelle en lien avec le numérique. Monsieur Ndao. Merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Merci à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce panel de haut niveau. Et la question est relative aux enjeux et perspectives à la diversité, sinon à l'ère du numérique. Mamou, dans son introduction, l'a fait savoir. Aujourd'hui, on est en face d'une pandémie qui est aussi la première à l'ère Internet. Et surtout de l'ère des fake news et de la nouvelle guerre de l'information qui se joue à travers les réseaux sociaux. Nous avons vu également des débats des spécialistes sur l'efficacité ou non de telles mesures sont tenus sur les réseaux sociaux, reposant à nouveau des frais sur la question du savant et de l'opinion. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont amplifié les voix qui s'érigent pour remettre en question l'homogénéité des solutions face à la COVID-19, en dépit de la pluralité des contextes qui composent le continent. Effectivement, la peur semble prendre le dessus sur les imaginaires des populations dont les conditions de vie étaient déjà difficiles. Et indiscutablement, cette crise pourrait réorienter, comme l'a dit Mamou Dafé et M. Toussaint, l'essence de l'histoire du monde et celle du continent africain. Elle ouvre également la voie à de nouveaux courants de pensée et augure la structuration d'un nouveau paradigme de développement en Afrique post-Covid, qui devrait nécessairement être différente réellement dans une globalité et dans sa spécialité géopolitique. Notamment, la gouvernance devrait émerger des centres de crise et supporter en l'espace des réponses tant attendues du continent lui-même. Je vais vous donner juste quelques chiffres qui aujourd'hui font que les enjeux sont énormes, notamment les enjeux économiques. Aujourd'hui, l'industrie cinématographique mondiale a enregistré une perte de revenus de plus de 7 milliards de dollars américains. L'industrie cinématographique chinoise a perdu 2 milliards de dollars américains, ayant fermé plus de 70 000 salles en janvier 2020. Et selon le rapport sur la collecte mondiale 2019, la suspension à travers le monde des représentations en direct et des représentations publiques entraîne à elle seule une perte d'environ 30% des collectes pour les auteurs au niveau mondial. Pour ne citer que quelques chiffres. Et au niveau du Mali, nous sommes à un niveau où le monde culturel perd aujourd'hui 21 milliards 61 344 000 francs CFA. Pour vous dire tout simplement de mars à septembre que cette perte est énorme pour le monde de la culture malienne. Alors, ce que l'UNESCO a envisagé réellement les actions comme action, comme vous le savez, afin de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles et la résilience des artistes professionnels de la culture, l'UNESCO développe des mesures, des initiatives avec des États membres. Et le mouvement Résilience est né dans ce contexte et qu'il faut féliciter le chef de la division de la diversité culturelle, M. Toussaint, qui a eu cette initiative et qui a eu cette idée. Alors, depuis le lancement du mouvement le 15 avril 2020, plus de 24 pays dont la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Nigeria, l'Ouganda,
le Zimbabwe, organiser des débats et résilience avec la participation d'artistes et de professionnels de la culture. Le talent n'est pas le problème, c'est le système de soutien concret et de respect pour les arts dont nous avons besoin. A déclaré d'ailleurs un des panélistes au Rwanda, plus de 15 pays d'Afrique préparent actuellement leur propre débat résilience afin de réunir la créativité dans la résilience pour l'Afrique. Alors, face à la Covid, plusieurs campagnes ont été lancées en Afrique, allant des chansons de sensibilisation à des gratifices incitant la population à se protéger. Les artistes et les acteurs culturels du Mali ne sont pas restés en marge, en fait. Comme vous le savez, en effet, plusieurs projets à travers les initiatives ont été conduits. Nous pouvons citer d'autres. Monsieur Ndao, vous pouvez... Juste pour vous dire que... Voilà, si vous pouvez conclure avec les quelques dernières solutions. Dans les dernières solutions, c'est qu'à envisager, c'est d'aller vers la mise en place des plateformes de discussion et éventuellement comment faire en sorte que le réseau de télécommunications peut être source de financement pour le secteur de la culture. Alors, vous dire tout simplement que également c'est un secteur qui est créateur et pourvoyeur d'emplois. On peut trouver de la médiation culturelle à la conservation du patrimoine, en passant par l'administration et la gestion des lieux culturels, ou encore à l'élaboration et la promotion d'événements. La palette de métiers offerts dans le secteur qui reflète sa richesse. Donc, pour vous dire tout simplement que la dynamique enclenchée actuellement, nous avons compris également qu'aucun acteur culturel ni aucune entité seule ne peut rien faire. Il faudrait que nous soyons dans cette dynamique d'esprit d'équipe et que nous puissions aujourd'hui sortir de l'ornière, faire en sorte que la culture puisse nourrir son âme et que l'Afrique puisse avoir une tête beaucoup plus ouverte dans une dynamique économique et socio-culturelle. Nous savons également que la culture, c'est un facteur socio-économique de rassemblement, et également du mieux vivre ensemble et de la cohésion sociale. La dynamique créée actuellement aujourd'hui, quelles sont toutes les disciplines que nous essayons d'envisager? Monsieur Ndao, bon, je ne voudrais pas vous couper, mais nous sommes un peu pris par le temps à cause de la programmation de la version française et anglophone. Il nous reste moins de 15 minutes. Merci pour votre soutien et le soutien de l'UNESCO, encore une fois, pour le développement, le renforcement de la résilience. Nous avons remarqué au début de cette session que le discours, il y a eu quelques petits problèmes techniques, le discours de M. Tiendro Beogo n'a pas pu passer. On va être obligé de le repasser à la fin. Il nous reste moins de 15 minutes. Nous allons donner l'opportunité à nos 3 acteurs culturels et on va leur poser à chacun la même question pour que très rapidement, ils puissent nous parler des défis qui sont liés à la diversité culturelle et qui nous parlent de leur expérience en termes d'activité de promotion de la diversité culturelle et de la capacité de résilience. Merci encore une fois, M. Alindao, pour votre accompagnement et nous espérons pouvoir compter encore sur votre accompagnement personnel et sur celui de votre institution, l'UNESCO. Nous allons donner la parole à présent à M. Adama Traoré pour nous faire part de... Merci, M. Ndao. Adama Traoré, vous avez la parole pour nous parler des défis selon vous et puis de vos expériences et des solutions qu'on pouvait envisager pour les artistes et les acteurs du continent. Merci, M. Ndiaye, et merci à CEART, merci à l'UNESCO. Je pense que par rapport à la question fondamentale, la diversité culturelle, c'est la reconnaissance de l'altérité. Et quand on reconnaît l'autre, on est forcément solidaire. Et ce qui, pour moi, est le plus important dans cette quête de la solidarité, c'est la solidarité dans l'accès aux biens et aux services culturels. Il y a un déséquilibre par rapport à cela. Ça, c'est un premier défi. Un autre défi, c'est par rapport aux écosystèmes culturels qui ont été affectés. Donc, ce qui crée une menace pour la liberté d'expression. Comment on va protéger la liberté d'expression dans ce contexte-là? Et au-delà de la liberté d'expression, c'est la protection du droit d'auteur et des droits voisins.
Comme solution, moi, nous préconisons la numérisation des contenus. Mais cette numérisation des contenus nous amène aussi à nous poser la question, est-ce qu'il ne serait pas juste aujourd'hui que les pays africains pensent à l'instauration d'une taxe numérique pour avoir une rémunération équitable? Parce que ce sont ces plateformes-là qui vont faire la promotion des contenus. Et s'il n'y a pas de taxe par rapport à ceci-là, je pense qu'il y aurait un déséquilibre. Pour avoir un truc équitable, il serait bien que les États africains pensent à ça. Et comme solution pour nous autres ici, c'est la création des boutiques virtuelles. Et ces boutiques virtuelles nous permettront d'avoir accès à certains marchés et de pouvoir continuer à faire la production et la diffusion. Voici pour moi les défis et les solutions en même temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adama Traoré, pour ta concision. Nous allons passer au guerrier. Cheikh Tidiane Seck, la question est la même en tant qu'artiste à dimension internationale. On voudrait que tu puisses partager avec nous tes expériences en termes de résilience et tes conseils en cette période de transition à la fois numérique et à la sortie de cette crise sanitaire. Est-ce que Mani, tu peux nous partager tes expériences en cette période on espère de sortie de crise et puis en cette période de transition multidimensionnelle? Bonjour Ndiaye, bonjour à tout le monde, bonjour et merci aussi aux initiateurs de ce panel. Je voudrais dire que nous, à notre niveau, au niveau du Festival du Désert, nous étions déjà dans la crise. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Mali a depuis 2012 sous une crise politico-sécuritaire qui a fait que le Festival du Désert ne pouvait plus se tenir à Tombouctou. Et nous étions dans une crise qui nous a amené à s'adapter à la nouvelle situation. C'est ainsi qu'on a créé, avec nos amis du Festival Sylé Niger, du Festival Taragad, la caravane culturelle pour la paix. Et c'est là avec le soutien des amis que je ne veux pas oublier ici, notamment la coopération hollandaise et la coopération norvégienne. Donc c'est pour dire que pour moi, le premier défi, c'est de s'adapter. Il faut s'adapter aux nouvelles situations. Et il ne faut pas paniquer. Il faut faire avec, comme le monde a fait avec le sida. Parce que sans être pessimiste, je pense qu'on n'est pas au bout de cette pandémie qui réapparaît sous de nouvelles formes chaque fois. Il faut trouver le moyen de pallier à cette situation. Donc nous, de notre côté, dès le départ, vu que tous nos programmes ont été, comme d'ailleurs le monde entier, ont été bloqués, nous avons pensé à d'autres alternatives, notamment la création de contenu. C'est-à-dire que nos artistes sont là, ils sont disponibles, et il fallait leur donner l'occasion de créer, de mettre dans un minimum de conditions, tout en restant chez eux. Et bizarrement, c'est pas bizarre, mais ce silence dans lequel ils sont, ce quasi-confinement, c'est plus prometteur propice à la création. Donc, on a essayé de leur donner l'occasion d'essayer de créer du contenu. Après, nous avons pensé au concert en ligne. Nous avons initié ça récemment. Ça permet à l'artiste de rester en contact avec son public, de faire des concerts en ligne sans prendre aucun risque. Nous avons aussi pensé aux ventes sur les plateformes. Ces créations, on les mettait en ligne et ça générait aux artistes des revenus. Il y a aussi un fait qui est là, c'est la participation du monde culturel, du monde artistique à la réponse à la pandémie. Donc, parce que j'ai vu qu'on ne met pas beaucoup. Ça, c'est un appel que je lance. Il faut qu'on mette à profit ces talents, cette faculté que les artistes ont d'attirer, d'être suivis par le public pour les faire participer à la réponse, notamment par rapport à la sensibilisation,
Nous avons eu des expériences qui ont bien marché. Quand vous mettez des artistes là, le public, ça attire plus l'attention du public et ça permet aux artistes de se faire des revenus et de ne pas rester sans activité. Mais au-delà de tout ça, pour moi, le plus important, c'est la solidarité. La solidarité entre les acteurs d'abord. Les acteurs du monde culturel à travers des échanges, et aussi de la part des décideurs, notamment des partenaires. Heureusement, ici, nous avons avec l'UNESCO, l'IMOA. J'ai bien apprécié ce qu'ils ont annoncé ici et ce qu'ils sont en train de faire. Nous les remercions pour ça. Mais il faut davantage plus de solidarité, de comprendre que le monde artistique, notamment les arts lacins, sont les premières victimes de cette pandémie. Voilà, en gros, en attendant les questions. Merci beaucoup, Mani. Merci beaucoup, Mani. On va terminer avec Cheikh Tidiane Seck. Oui, tu as la parole. Bon, écoute, 2 minutes, s'il te plaît. Vous saluer. 2 minutes, je ne pourrais que vous saluer. Bon, je dirais, Covid, moi, je viens du Covid, je suis post-Covid. Je dirais que le secteur culturel est touché de plein fouet. Et on avait plein de projets, notamment avec Manu Dubango, avec Mori Kanté, qui ne verront plus le jour. Mais c'est une réorganisation du secteur, justement, parce que j'ai pu initier pas mal de projets, notamment avec l'UNESCO, comme avec la Maison de la Radio, où on a pu jouer en respectant les distanciations sociales, parce que cette pandémie est réelle. Et donc, on a pu faire des concerts aussi, ou à Nantes, un concert de jazz où je joue devant une pléiade d'artistes qui est assis sur des foins, mais en piano solo. Et il y a une réorganisation du secteur culturel et ça aussi que nos gouvernants aussi sachent que on ne peut pas être, comment dirais-je, doublement pénalisé dans cette situation. Qu'on laisse quand même l'art et la culture s'épanouir dans le respect des règles sanitaires. Voilà ce que je peux dire en 2 minutes. Je résumerai qu'à cela. Ah, merci, Cheikh Tidiane Seck, avec une très belle illustration parce que d'abord, tu es un rescapé du Covid et malgré tout, tu es en train de nous donner ce message d'espoir. Et puis avec tous les problèmes techniques que nous avons vus avec vous, c'est une illustration encore des défis qui nous sont posés. Merci aux 6 panélistes et nous réalisons que nous sommes dans une période qui devrait être constituée des menaces pour nous et à travers tout ce que nous entendons, nous voyons plutôt que ce sont des opportunités qui nous sont offertes, qui sont offertes aux artistes, aux acteurs culturels, mais aussi aux États. Il y a des mots qu'on a entendus, c'est solidarité et réorganisation. Merci encore une fois à l'UEMOA pour son soutien constant à la culture en Afrique. Merci à l'UNESCO qui accompagne toutes ces initiatives et qui est aussi co-organisateur de la présente session. Nous allons pour terminer réécouter M. Tiendré Beogo, qu'on n'a pas eu, en raison des problèmes techniques, qu'on n'a pas eu l'occasion d'écouter. Nous allons demander à la technique de nous faire passer encore l'intervention de M. Tiendré Beogo. Mesdames et messieurs, chers partenaires, c'est un réel plaisir pour moi de vous adresser ces quelques mots introductifs pour le débat qui nous réunit aujourd'hui autour du thème de la diversité culturelle et résilience. Je tiens tout d'abord à féliciter l'équipe de la Fondation Festival sur le Niger, sous le leadership de son président Mahmoud Daffé, pour avoir maintenu cette édition malgré le contexte particulier lié à la pandémie de la COVID-19. C'est l'une des plus belles manières, à mon avis, de résister, de montrer que les arts et la culture sont essentiels à nos vies et à nos sociétés en temps de crise et que l'art nous rend résilients. Il y a 1 an, le monde découvrait la COVID-19 et très vite, les États ont commencé à confiner, puis à se renfermer sur eux-mêmes, diminuant par la même occasion les échanges culturels et artistiques. Les théâtres, les salles de cinéma, les festivals, toutes les activités culturelles ont été soit à l'arrêt ou fortement réduites, entraînant des pertes économiques importantes pour les artistes et pour les pays.
La récente étude du chercheur Youn Zeza montre que les pertes financières dans les industries culturelles et créatives en Afrique, pour la seule période du deuxième trimestre 2020, varient considérablement d'un pays à l'autre, allant de 134 000 $ US pour l'Ouganda à près de 1,4 milliard de dollars US pour l'Afrique du Sud, soit 1,7% de contribution au PIB dans le cas de l'Afrique du Sud. Et les conséquences sont loin d'être maîtrisées car de nombreuses institutions culturelles risquent de ne pas survivre à court et moyen terme. Avec cette pandémie, le secteur culturel a été le plus durement touché, pas simplement en termes économiques, mais également en termes de contenu et d'offres, avec une uniformisation de l'offre et un codage de la consommation dicté par les big data et les algorithmes de recommandation, et par voie de conséquence, a entraîné un appauvrissement de la diversité des expressions culturelles. Afin de garantir cette diversité, la culture doit se réinventer. Les industries culturelles et créatives, notamment sur le continent, doivent s'adapter aux changements structurels de la chaîne de valeur de l'économie créative, qui était certes en cours, mais que la crise sanitaire de la COVID-19 a largement amplifié. Je suis heureux que ces changements soient au cœur de ce débat Resitia. Lorsque l'UNESCO a lancé le mouvement Resitia le 15 avril 2020, à l'occasion de la Journée mondiale de l'art, notre objectif est la voix des artistes et des professionnels de la culture. Nous voulions, à travers ces dialogues ouverts, à la fois sensibiliser la communauté internationale à l'importance du secteur créatif et faire le lien entre toutes les parties prenantes afin de trouver des solutions durables pour renforcer les industries culturelles et créatives et soutenir les artistes et les professionnels de la culture pendant et après la pandémie. Après plus de 210 débats Resitia, dont 41 en Afrique, quelques recommandations fortes ont été partagées, comme la nécessaire adaptation des modèles d'affaires dans l'écosystème de l'économie créative, la promotion des contenus nationaux, des dispositifs participatifs de décision et des statistiques pour éclairer la prise de décision. Ces mesures ont été compilées dans un guide pratique que nous avons publié en octobre dernier intitulé « La culture en grise, guide de politique pour un secteur culturel créatif résilient », lequel est disponible sur le site web de l'UNESCO. En Afrique, la question de la monétisation ainsi que le statut des artistes font également partie des priorités identifiées. De nombreux participants au débat ont également mentionné la promotion des co-créations qui permettent de construire des ponts et de rassembler. C'est un sujet qui, je le sais, est également au cœur de l'engagement de Ségouta Festival sur le Niger, où chaque année, des artistes de 5 régions de l'Afrique se retrouvent. Des activités dans toutes les disciplines qui, justement, véhiculent le sens de l'unité, de la réconciliation et de la cohésion. En cela, toute l'action de Ségouta Festival sur le Niger converge vers les objectifs de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ratifiée à ce jour par 149 parties, dont 41 en Afrique. C'est dire combien ce qui se passe ici concourt vers un objectif plus global et universel que nous défendons à l'UNESCO. Merci de m'avoir fait l'honneur. J'adresse mes encouragements à tous les acteurs présents qui nous suivent en ligne et je vous souhaite un très bon débat. Merci. Et pour ma part, je remercie tous les amis, artistes et acteurs et surtout les institutions partenaires, l'IMOA, l'UNESCO. L'IMOA qui est resté lié au colloque de ce groupe depuis des années. Merci beaucoup, ma sœur. Et mon lien, merci à toi pour cette modération. Je pense que si tu veux dire 2 mots après, je crois que tu vas continuer. Mon lien, tu peux parler. Oui, je voudrais surtout remercier les panélistes et m'excuser de la gestion du temps. Vous savez, comme on est justement dans la transition numérique, il y a une version anglaise qui devrait suivre, donc on n'a pas eu le temps de discuter comme on devrait le faire, mais ce n'est que partie remise. Merci aux artistes, merci aux acteurs culturels et merci aux institutions qui nous accompagnent. Ainsi prend fin la version française francophone
cette édition résiliate, la 7e édition de Ségou Art.